je pense justement à vous faire cette question, parce que si l'on revient dans vos écrits, vous soulignez souvent le rôle stratégique, et vous l'avez montré à chaque fois lors de vos interventions, stratégique et symbolique d'Haïti dans l'imaginaire panafricain, même si certains auraient compris qu'Haïti est très peu connu en Afrique, en tout cas dans l'imaginaire africain. Je ne dis même pas panafricain, mais africain. Mais dans l'imaginaire panafricain et dans les luttes d'émancipation, notamment aux Antilles françaises, pourtant, on observe que dans les discours dominants en Martinique ou en Guadeloupe, on vient de le dire, Haïti a souvent mobilisé comme un repoussoir. Pour reprendre le mot de Richecœur de Célestin, Haïti est souvent vu comme un repoussoir, une sorte d'exemple à ne pas suivre, et pour étouffer ou décourager, par exemple, toute velléité indépendantiste dans le cadre de la Martinique, de la Guadeloupe et même et d'autres territoires, d'outre-mer justement qu'on les appelle. Et est-ce qu'aussi on ne peut pas se dire qu'il y a une certaine frayeur de la part du colon ou néocolon, qu'Haïti justement ressurgisse cette question de la dette qui pourrait avoir cet effet de domino sur d'autres pays qui ont été eux aussi colonisés par l'Occident. Monsieur Boukari. Alors, je pense que ce que nous enseigne la révolution haïtienne, c'est que ce ne sont pas les Haïtiens ou les Africains de Saint-Domingue qui avaient peur de la France, mais la France qui avait peur des Africains de Saint-Domingue. C'est pour ça qu'il y a eu ce blocus, cette non-reconnaissance de l'indépendance, cette censure autour de Haïti, parce que le monde occidental, le monde blanc, avait peur de cette révolution qui a totalement fait chuter ses intérêts. C'était ce qu'on appelait la colonie la plus riche du Nouveau Monde à l'époque. Donc, vous comprenez bien que l'indépendance haïtienne, ça a contrarié énormément d'intérêts. Et d'ailleurs, quand la rançon, la dette est calculée, elle est calculée sur la base de l'économie coloniale florissante de Saint-Domingue, de la colonie de Saint-Domingue, alors que l'appareil de production colonial n'existait plus. Donc, les Européens sont restés dans le mythe, dans l'illusion d'une Saint-Domingue florissante, riche, etc., avec cette dette, dans l'idée aussi de ramener Haïti dans le type d'économie néocoloniale qui se construit à ce moment-là dans le contexte de la dette. C'est-à-dire que les États africains, comme Haïti, sont confrontés à la question de la dette construite au moment des indépendances. Quand le Congo devient indépendant de la Belgique transfère une grande partie de sa dette sur le Congo. Donc c'est quelque chose, c'est un mécanisme, un laboratoire qu'est Haïti, que d'autres pays vont utiliser dans leur propre contexte colonial pour remplacer les chaînes physiques par des chaînes économiques. Des chaînes politiques par des chaînes économiques. Donc aujourd'hui, on est dans un monde qui est divisé. Haïti fait partie de cette division du monde. Il y a, on va dire, ce qu'on va appeler les propriétaires ou les puissants qui sont les grandes puissances, qui sont l'équivalent, on va dire, des propriétaires de l'époque de l'esclavage. Vous avez on va dire les prolétaires qui vont être un peu les travailleurs libres, ou ce qu'on va appeler les néocolonies, dans le sens où une néocolonie, c'est un État indépendant, mais qui résiste et qui lutte pour arracher davantage de souveraineté. Et vous avez en dernier lieu ce qu'on va appeler, les pays remis en esclavage, qui font l'objet justement de tous ces concepts de laboratoire, État failli, machin truc, etc., dans lesquels on a effectivement à un moment classé Haïti, la Somalie, tous ces pays-là dont l'histoire, notamment militaire, est marquée par de formidables victoires contre l'impérialisme français pour Haïti et américain pour la Somalie, avec la chute du Faucon Noir dans début des années 90 à Mogadiscio. Donc on voit bien comment l'Occident économiquement aussi se venge, prend sa revanche, en tout cas ne pardonne rien aux États, aux pays, aux peuples qui lui ont résisté militairement, pour prendre sa revanche économique. Donc ça, c'est un premier élément. C'est-à-dire que la question du rapport de force, il est économico-militaire. Et donc aujourd'hui, ce à quoi Haïti est confronté, c'est un rapport de force économico-militaire qui lui enlève sa souveraineté, qui lui enlève les moyens de se défendre par elle-même,
à tous les niveaux que ce soit, et qui s'inscrit dans des schémas de recolonisation d'un État dont on n'a jamais voulu reconnaître l'existence. C'est-à-dire qu'il existe une nation haïtienne incontestablement, mais la question de l'État-nation haïtien, de la refondation de cet État-nation haïtien se pose. Parce qu'il est évident qu'il y a des Haïtiens et des Haïtiennes particulièrement brillants et brillantes, dont la situation individuelle n'est absolument pas le reflet de la situation de l'État d'Haïti. Et je pourrais dire la même chose de pays africains. Vous regardez le Cameroun, vous avez des Camerounais, des Camerounaises brillants partout dans le monde, mais la situation de l'État est assez problématique. Donc, on voit le Congo pareil. Donc, on voit en fait comment on dissocie finalement les peuples de leur organisation sociopolitique qui leur permet de peser dans les questions internationales. Sur Haïti comme repoussoir, ça fait partie évidemment de la stratégie. Comme je le disais, pendant un siècle, l'histoire d'Haïti, de la Révolution, a été censurée par les manuels français. Voilà, il faut bien comprendre les choses. C'est-à-dire qu'à l'époque, on considérait que nos ancêtres étaient des meubles, des biens meubles. Donc, quand la nouvelle de l'insurrection arrive en France, les Français n'y croient pas. Pour eux, c'est inconcevable, parce que ça n'a jamais eu lieu dans l'histoire, c'est inconcevable que des gens esclavagisés comme ça se soulèvent et l'idée de la liberté se battent, arrachent. C'est inconcevable. Donc, les gens n'y croient pas. Et jusqu'à la mort, des gens n'y ont pas cru. Donc ça, je pense qu'il faut bien se mettre dans cette idée que le système occidental est mentalement conditionné à ne pas croire à la capacité des Haïtiens ou des Africains en général à se prendre en main. Voilà, donc il y a aussi un travail de l'autre côté. On n'y arrivera pas tant qu'on est confronté à des Occidentaux qui sont encore dans les schémas mentaux du 18e, 19e siècle où on était encore des esclaves, où on tendait la main, etc. Donc il y a aussi un travail à faire. C'est pour ça que la question aussi des Occidentaux, des Blancs qui s'intéressent à Haïti, qui participent au truc sur les réparations, la dette, etc., c'est quelque chose qui est à la fois intéressant mais problématique parce que ça dévie la question du panafricanisme. Je dirais que ça concurrence même d'une certaine manière la question du panafricanisme. On va voir des Haïtiens être davantage en phase avec ces milieux économistes blancs, bon, certes solidaires, mais qui ont, je dirais, cette problématique de l'invisibilisation de la problématique raciale, qui est certes secondaire dans l'enjeu économique, et la question panafricaine, qui tient bien compte du fait que la question du racisme est quelque chose qui existe à l'aune des relations internationales. C'est-à-dire que le traitement géopolitique de Haïti en tant qu'État est un traitement raciste. C'est-à-dire que la manière dont effectivement on a ostracisé les Haïtiens dans toute la Caraïbe, en Amérique du Nord, est raciste. C'est-à-dire que lorsque on pense le point zéro du racisme en Guyane, en Martinique, etc., on va pas penser forcément, on va penser aux Haïtiens, voilà, parce que ce sont eux qui sont vus comme étant les plus pauvres, les plus paupérisés, les migrants qui apportent les maladies, etc., tout ça. Or, ce même discours des gens les plus pauvres qui apportent les maladies, etc., c'est le même discours qu'on va ensuite coller sur les Noirs, les migrants subsahariens qui arrivent en Europe. Donc, on voit bien que cette question, il faut la remonter à la racine, et la racine de la négrophobie, c'est Haïti. Voilà, donc la question de la négrophobie, elle est présente dans ce contexte-là, et il faut qu'on la traite, il faut qu'on l'aborde. Il est évident que pour l'État français, ouvrir la porte sur Haïti, c'est être confronté au fait que la Martinique et la Guadeloupe réclament aussi des réparations, et là aussi c'est quelque chose qui va avec l'indépendance, c'est-à-dire que si la Martinique et la Guadeloupe réclament des réparations, c'est parce qu'il y a une logique d'indépendance qui se pose, comme dans le cas de Haïti. Maintenant, on est sur des temporalités très différentes. On n'est pas en 1804 ou en 1825. On est en 2025. Et donc là, ces débats vont être, je dirais, dilués par d'autres problématiques sur, on est tous martiniquais, on est français, etc. Et on n'est pas haïtien. Donc, la question de l'identité se pose. Autre élément important, vous avez parlé de la République dominicaine. C'est évident que la République dominicaine ne peut pas exister économiquement sans le maintien de Haïti dans une situation de paupérisation. Parce que la République dominicaine a besoin d'une main-d'œuvre corvéable, à merci, a besoin l'économie fonctionne sur les flux migratoires. Et la République dominicaine,
qui est présente sur la même île, qui partage ce destin, qui est dans une situation de co-insularité, est condamnée aussi à être partie prenante de la résolution de la problématique haïtienne. Mais on voit bien que là aussi, c'est un enjeu qui est un enjeu dans l'enjeu, et qui pose effectivement la question du racisme, la question des réparations vis-à-vis de crimes qui ont été commis avec une dimension fondamentalement raciste. Donc la question des droits humains qui se pose, et tout ce travail-là, il faut effectivement l'aborder. Et le cadre le mieux adapté pour le traiter, encore une fois, c'est celui du panafricanisme. Il n'y en a pas d'autre. C'est ce cadre-là à partir duquel on peut travailler, je dirais, en huis clos, sur des problématiques qui sont cristallisées en Haïti, mais diluées dans d'autres parties de la Caraïbe et de l'Afrique, pour y apporter une réponse à partir du plus petit dénominateur commun qu'est Haïti. Et quand on parle des luttes panafricaines, c'est en fait la convergence des luttes qui ont lieu dans chaque territoire. Et dans chaque territoire, on cherche en fait quel est le plus petit dénominateur commun à partir duquel on peut s'unir et se retrouver. Et c'est là que se trouve justement la place, la clé de voûte que représente Haïti, et notamment la question des réparations. Donc il y a vraiment des enjeux que la France ne veut pas voir se développer, d'où le fait que la commission qui a été créée, c'est une commission pour détourner, récupérer un certain nombre de débats et les isoler. Ça a été le cas pour les autres pays, le Cameroun, le Rwanda, l'Algérie. La particularité de cette commission, alors moi je connais Clara Agusti-Gaillard-Pourchet, elle avait été mon enseignante il y a quelques années quand j'avais suivi une année d'études à l'Institut des hautes études en Amérique latine. J'avais suivi le cours sur l'histoire de Haïti. Elle est la fille d'un grand historien, etc. C'est une personne, on va dire très compétente. La particularité de cette commission, c'est que pour la première fois, je dirais, on a confié à la personnalité non française, on a confié en fait à une personnalité non française qui représente un domaine d'expertise, une responsabilité. Parce qu'il faut bien comprendre que dans les commissions précédentes, généralement, c'est un duo franco-haïtien ou franco-camerounais, etc. Et la personnalité française du duo qui dirige la commission était généralement l'experte du domaine. Parce que dans ce contexte-là, il s'agit d'avoir accès aux documents classés secret défense. Et pour avoir accès à ces documents, il faut être de nationalité française. Donc il faudra voir en fait à quel document Clara Agusti-Gaillard-Pourchet, qui est haïtienne, aura accès dans ce contexte-là, parce qu'il y a évidemment des questions diplomatiques qui se posent, pas que sur la question de la dette, puisque c'est tout un panorama qu'il faut voir. Il faut voir la question de Duvalier père, Duvalier fils, de Aristide, des interventions militaires. C'est toutes ces questions qui se posent. Donc, dans quelle mesure aura-t-on réellement accès à tous les documents qui montrent l'implication de personnalités présidentiables en 2027 comme Dominique de Villepin? C'est des questions qui, vous voyez, sont très politiques et en même temps sont faites quelque part pour noyer le poisson dans l'eau. Donc, il est important que du côté panafricain, on ait nos commissions alternatives et qu'on travaille sur ces questions. Le dernier élément, oui, que je voulais rappeler, c'est que la Caraïbe et l'Amérique centrale sont des parties extrêmement balkanisées. La question coloniale, elle se pose dans l'ensemble de la Caraïbe. Et la décolonisation de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane sont des thèmes que nous voulons réinscrire à l'ordre du jour au niveau des instances internationales. Alors, il y a différents courants qui sont dans cette optique-là, mais du point de vue des militants panafricains, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane sont clairement des territoires à décoloniser. Et l'enjeu, c'est de reprendre le projet de confédération antilléenne que Anténor Firmin et José Martí avaient établi dans les années 1890 pour résister notamment à l'hégémonie de Monroe, la doctrine Monroe, l'impérialisme américain, que l'on revoit aujourd'hui avec Donald Trump, qui a rebaptisé donc le golfe du Mexique du nom du golfe de l'Amérique. Donc c'est ces enjeux-là, je pense, qui sont aussi importants à creuser. Et vous comprenez bien que vu l'ampleur des travaux, on a besoin de cerveaux. On a besoin que des jeunes historiens, historiennes, des jeunes juristes, des jeunes anthropologues, linguistes, économistes, ingénieurs, etc., rejoignent des organisations panafricanistes comme celle que je dirige,
participe à ces travaux-là. Aujourd'hui, on ne peut pas être, quand on est haïtien, juste économiste, juste historien, etc. Il faut avoir cet engagement-là, parce que c'est comme ça qu'on peut, je pense, reconstituer une société civile haïtienne qui est une colonne vertébrale dans le contexte actuel. Je dis pas qu'il n'y en a pas, mais je dis en reconstituer une dans le contexte de ce que les nouvelles générations aspirent en termes, je dirais, de changement.